Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Une tasse de thé, le podcast qui discute de l'art drague sans chercher à le définir. Je suis Clémentine et avec mon amie Émilienne, nous avons décidé de nous questionner sur les rapports entre l'art du drague et tout un tas de sujets. Mon œil naïf combiné à l'expérience d'Émilienne, connue sur la scène drague sous le doux nom de Camomille, vont s'associer pour partir à la rencontre de celles et ceux qui font la scène drague. On espère que ce moment sera chaleureux et constructif. Bonne écoute! Oh, je suis plus ému que je ne saurais dire, on nous fait si peu de compliments. Vous devez prendre une tasse de thé. Ah oui, une tasse de thé, du bon thé bien préparé. Mon expérience dans le drag n'a été qu'une histoire de rencontres. Des rencontres réalisées au gré des événements que je fréquentais assidûment et avec une passion toujours renouvelée. Des rencontres avec des artistes inspirants, des personnages hauts en couleur dont l'humour et la bienveillance me semblaient sans faille. Des rencontres sans lesquelles je n'aurais pas eu le courage de me lancer sur scène. Des rencontres sans lesquelles je ne serais pas devenue Camomille. Ces rencontres, aujourd'hui, c'est ma famille. Alors, moi c'est Alexandre, je suis architecte de formation. J'ai fait donc 5 ans d'études en architecture à Clermont-Ferrand et je me suis retrouvé à Paris par choix. Maintenant, je suis chargé de communication pour une agence d'architecture. Côté drague, donc mon nom c'est Sacha Miskina. Sacha, puisque en russe c'est un surnom qu'on donne à Alexandre. Et c'était un peu ce côté ambivalent, Sacha, on sait pas, au niveau du genre... C'est mixte quoi. Voilà, c'est ça. Et Miskina, puisque je fais partie d'une famille qui s'appelle House of Miskina. Et je fais du drag depuis 3 ans et demi, bientôt 4 au mois de juin. Donc avec des débuts un peu compliqués, puisque j'ai fait 1 an à Clermont. On a commencé avec un pote là-bas, on était tous les deux, tout seuls, avec mon pote Vincent qui est devenu Nymphéa. On s'est relancé dans ça. On avait un 3e pote qui était make-up artiste, Krian. Voilà, on était tous les 3, on s'est maquillés, on s'est habillés, on ressemblait à rien. Et puis on est sortis. C'était le début quoi. Voilà, on commence tous quelque part. C'est ce que je dis à chaque fois aux personnes qui veulent commencer, c'est on commence tous quelque part, donc t'inquiète pas, c'est normal. Et voilà, après j'ai commencé à monter régulièrement sur Paris pendant que j'étais encore sur Clermont pour mes études. Donc ça, j'ai découvert pas mal de monde. Et après, je suis arrivé officiellement sur Paris. Donc je m'appelle Alban, voilà, j'ai 30 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Pas grand-chose en ce moment, mais j'ai des formations diverses, notamment en architecture, en stylisme. Donc j'ai un parcours artistique assez divers et je suis artiste. Voilà, c'est l'étiquette que je peux revendiquer. Ton Et personnage donc je drague. fais de la performance et de la performance drague depuis maintenant 2 ans. Et sous le nom de Frida Kahlo. C'est une phrase que je trouve très belle, donc je vais la lire. C'est une phrase de Frida Kahlo. Déjà, c'est une femme, peintre, artiste, communiste, bisexuelle, et qui a un parcours de vie hyper tortueux, quoi. Le rapport aux enfants qu'elle n'a pas pu avoir. Voilà, elle a une vie hyper compliquée. Et je trouve un personnage fort aussi, qui déjà interrogeait les codes esthétiques aussi. Et donc, c'est toute cette complexité que moi j'aime dans ce personnage, et à qui j'avais envie de faire référence. Et elle a une phrase que j'adore qui dit « On me prenait pour une surréaliste, ce n'est pas juste, je n'ai jamais peint de rêve, ce que je peins, c'est ma réalité. » On vous a invités tous les deux pour parler d'une notion que tu as évoquée, la notion des house, donc des familles drague. Alban, tu fais partie d'une house. Tout à fait, madame. Connue sous le doux nom de La Casa, historiquement La Casa de las Mariposas. Et je suis la sœur de Camo. Voilà. C'est pour ça que c'était intéressant de t'avoir venir, ici toi tout aussi à fait. aujourd'hui. Tout à fait. Avant de vraiment rentrer dans le sujet de votre famille drague, on voulait vous poser la question de la réception de votre vraie famille, je mets des guillemets, la famille. Comment vos parents, frères, sœurs, etc. ont réagi quand vous leur avez annoncé que vous faites du drag, si vous leur avez annoncé d'ailleurs. Moi, j'ai pas vraiment annoncé, mais ça a été bien reçu, ça a pas étonné grand monde dans ma famille. Enfin, mes sœurs, il y a eu du soutien. Ma petite sœur, elle fait du maquillage et elle est critique vis-à-vis de ce que je fais parce que effectivement, je suis pas la meilleure artiste make-up. Ils m'ont encouragé, j'ai une cousine aussi qui m'a apporté beaucoup de soutien. Puis effectivement, dans chaque soirée, je finis forcément en robe et en talons ou avec une perruque. Donc ça a pas étonné grand monde que finalement je fasse du drag. J'ai un jour invité mon père et ou à chaque fois qu'il me voit en tenue, voilà, prend cet accent un petit peu bourru. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu branles? Bon, voilà. Ça me touche quand même parce que t'attends forcément un peu de reconnaissance, mais je sais que ça l'interroge, mais tu vois, il me laisse... il s'est apprécié aussi, quoi. Il est jamais venu, je pense, plus par timidité, par peur, mais il n'y a jamais eu de rejet. Je pense que le plus gros effet, finalement, quand t'as fait aussi ton coming out, c'est ça qui était le plus intime et le plus complexe, quoi. En tout cas, moi, c'est relié dans mon histoire. Une fois que ça s'était mis sur la table...
Puis toi, il y a une continuité aussi parce que t'as fait de la performance avant de faire du drag. Oui, voilà. Et puis, comme je te dis, ça fait partie aussi de mon intimité avec mes proches, ma manière d'être au quotidien ou en soirée. Se déguiser, cette pratique-là, en tout cas que moi, je définis comme ça aussi. Donc, c'était pas très étonnant, quoi. D'être un personnage. Ouais. Côté drag, c'est mon petit frère et ma mère qui sont au courant. Ils l'ont très bien pris, ils m'apportent du soutien. Je les avais invités une fois à Paris, c'était pour la K-Night. À la base, donc eux étaient venus sur Paris pour un concert, je crois, de YouTube. Et je leur ai dit, bah écoutez, je fais une perf le soir même, donc si jamais vous avez le temps, c'est sur le chemin, ça me ferait plaisir que vous veniez. J'étais à la fois stressé, j'étais content, ils m'ont dit, ouais, bah carrément et tout. Bon, comme d'habitude, à l'époque, j'ai fini en culotte et avec une combinaison en résille. Voilà, maman, ce que je fais. Non, c'était cool, puis j'en ai profité aussi pour présenter Kaena, qui est ma drag mother. C'était assez cool comme moment. Et après, au-delà de cette anecdote-là, ils regardent mes shows en ligne. Ma mère, de temps en temps, elle me voit un truc sur une brocante dans un magasin. Ah, ça pourrait te plaire, je t'ai pris ça. Des bijoux, des trucs, elle m'a filé des fringues qu'elle avait. Peut-être la seule crainte qu'elle avait au début, quand j'en ai parlé, c'était le côté le monde de la nuit. Donc avec l'alcool, la drogue, de rentrer tard, de se faire agresser, surtout maquillée comme une voiture volée. Voilà, c'était un peu cette crainte-là de c'est mon fils qui risque de se faire agresser. Un peu la mère. Les craintes d'une maman, quoi. Voilà, c'est ça, la crainte de la mère poule. Et du côté de mon frère, ça passait très bien. Il savait pas trop ce que c'était non plus. Et au fur et à mesure, il s'y intéressait. Il se dit, ah oui, il voit qu'on en parle beaucoup aussi dans les médias. Lui aussi bosse un peu dans la com et là il commence à parler de ce milieu-là. Donc voilà, il s'y intéresse aussi et puis encore plus loin, il veut en faire découvrir ça aux autres. Donc tu te dis, ouais, ça commence un peu à rentrer dans les mœurs. Enfin, ça commence un peu à s'affiner la vision des gens. C'est pas la cage aux folles tout le temps, tu vois. Oui. Non, c'est cool, c'est globalement positif quand même. Oui, voilà, après voilà, c'est quand même une chance. Ah oui. On n'a pas tous cette chance-là d'être à la fois out et avoir fait son deuxième coming out drag, on va dire, par rapport à sa famille et d'avoir des soutiens en fait derrière. Kaena, elle le dit elle-même, on a de la chance en fait d'avoir cette famille ouverte d'esprit et avec ce soutien derrière. C'est pas le cas de tout le monde et ça, faut quand même le garder en tête. Et c'est là qu'interviennent les familles drag. Justement, voilà. Donc historiquement, que représente la création des house dans le drag ? Déjà définir ce que c'est une house, donc la famille drag. Alors historiquement, le côté house, comme on l'entend souvent, c'est originaire des ballrooms, de la culture ballroom. Donc c'est à la base une sorte d'équipe, comme une équipe de football. Enfin, c'est une équipe de compétition pour des shows pendant les ballrooms. Mais au-delà de ces compétitions, c'est quand même ce qu'on appelle des chosen families. Donc en fait, c'est la famille que tu te choisis, ou qui te choisit. C'est une famille où tu te sens bien, tu te sens accepté pour ce que tu es et ce que tu veux faire. Pour des personnes qui ont été expulsées de chez elles, rejetées par leur vraie famille parce qu'elles sont out et qu'elles ont voulu faire leur coming out ou qu'elles sont juste jugées pour ce qu'elles sont. Et tu as une mother qui règne un peu sur cette famille, sur cette équipe, un peu comme un coach de sport et qui représente aussi, c'est un peu l'image forte de la famille. Et après dans le drag, c'est plus tout à fait la même chose, mais t'as quand même ce côté chosen family, mais dans le drag t'as aussi ce côté transmission aussi de savoir. C'est à la fois en fait une famille et un collectif d'artistes. T'as ce côté, on est ensemble parce qu'on a un peu les mêmes idées artistiques, les mêmes envies, les mêmes univers, et c'est à la fois des amis et des collègues, on va dire, de collectif. Juste petite précision, ballroom, est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu ce que c'est et de quelle époque tu parles quand tu... Oui, alors, ça vient des années fin 70-80, donc surtout aux États-Unis, côté New York, où t'avais une scène underground, surtout pour la communauté noire et latino. Et homosexuel. Et trans aussi. Voilà, donc ces personnes rejetées par la société lambda, qui se sont créées des espaces safe pour se retrouver, pour célébrer en fait qu'ils étaient. Et c'était, sous forme de ball. En gros, c'était une espèce de fête où t'avais après des défilés, des compétitions. Donc d'où c'est house. On peut préciser que c'est dans ce milieu-là qu'est né le voguing, voilà. Par exemple. Et on peut aussi dire, pour te simplifier la vie, pour les auditeuristes qui voudraient en savoir un peu plus, en apprendre un peu plus, oui, voilà. il y a un fameux documentaire qui s'appelle Paris is Burning, qui a été fait par des gens qui ont filmé l'intérieur de la ballroom et qui est sorti dans les années 90. Et il y a aussi une série qui est très bien faite, qui s'appelle Pause, et qui reprend vraiment cet univers-là et qui est très bien documenté. Oui. Et donc, voilà. Et il y a aussi la série Legendary, qui est vraiment tournée comme un documentaire.
Donc là, on aimerait savoir un peu qui sont vos familles drag et comment vous avez créé ou intégré une house. Initialement, quand j'ai découvert le drag, je connaissais pas les émissions de RuPaul. Enfin, je savais pas que c'est une pratique artistique en réalité. Un jour, un copain m'a dit, il y a un truc qui se passe à Bordeaux, ils diffusent des épisodes, et tu vas voir, ça va te plaire. Il y a des drag queens. Je dis, allez, ok, j'y vais. Puis mon pote a annulé, donc j'ai failli ne pas y aller. Et puis je me suis lancé, j'y suis allé. Alors c'était hyper bien. C'est la Maison Éclose qui organisait ça, au Café Pompier. Et donc c'était une diffusion d'une émission de RuPaul Drag Race, suivie de shows par la Maison Éclose. Et du coup, j'ai adoré. Et là, effectivement, j'ai été, je pense, touché par une performance de Mariposa. Je suis assis dans le public, enfin, je connaissais pas un peu les codes et c'était la première fois que je voyais ce genre de performance. Et puis, il y a un reveal de perruque. C'était un duo, Vicky Lips et Mariposa. Vicky Lips jette sa culotte et Mariposa jette sa perruque. Et puis, je récupère la perruque et je me dis, trop bien, quoi. Je pensais que c'était un petit cadeau, quoi. J'avais été choisi. La soirée avance, je me barre en loose day avec cette petite perruque. Je l'essaye chez moi, je trouve que ça me va pas du tout, que c'est affreux. C'était atroce. Je la pose sur une tête et puis là, j'y étais allé avec des copines et elles me disent, mais Alban, il y a plein de messages sur Instagram, Mariposa cherche sa perruque. J'étais mal. Et donc du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai adoré, je lui envoie un message et j'y retournerai. Quand j'ai dit, c'est moi qui ai ta perruque, j'avais pas compris, je croyais que, bon, tu vois, enfin moi je pensais qu'à l'époque, ça coûtait 5 balles une perruque que t'achètes, oui, tu vois. Sûr. On a tous des mal à déguisement, bon. C'est parti fiesta. Tu vois, ouais, je me suis dit, bon. Il me dit, mais pas de problème, ramène-la et puis tu viendras dans les loges et tu l'essaieras. Donc je suis revenu et puis effectivement, il m'a fait rentrer dans les loges, il m'a fait essayer et puis là, il me regarde, il me dit, non, effectivement, c'est pas ce qu'il te faut, mais par contre, lance-toi, quoi, vas-y, et on organise des défilés, tu sais, tu devrais essayer, quoi. Et donc, ça a été ma première rencontre avec ma mère de drague, finalement. La fois suivante, j'ai commencé à venir en me maquillant, en me déguisant, et donc j'ai essayé, et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré Camomille, puisque finalement, on se côtoyait à chaque soirée, et puis à force de parler, parce qu'on avait une pratique tous les deux, de la couture et du stylisme, on a eu envie aussi, à un moment donné, de créer notre maison, et ça a commencé comme ça, quoi. Et aujourd'hui, la Casa, c'est qui alors ? Alors dans la Casa, je crois qu'on est 7. Il y a Europa, Camomille, Rennes, Carmen, Rita, moi, Frida, Et la présidente. Et donc, c'est effectivement une famille qu'on se choisit, c'est des copains, j'aime bien cette idée aussi de la collaboration artistique. Et alors là où c'est intéressant, faire le parallèle avec une famille, c'est qu'en réalité, il y a les mêmes problèmes. On n'est jamais d'accord. Alors l'avantage d'être 7, c'est qu'on trouve forcément à un moment donné un consensus. Et puis c'est riche parce que du coup, on a des idées différentes, des points de vue différents. On essaie de se donner une ligne de conduite, voilà. Mais on a des univers très variés, des inspirations, des formations aussi très variées, qui sont très complémentaires. On s'alimente, quoi, et en tout cas, moi, c'est un bon support parce que toujours besoin d'aide. Enfin, je suis demandeur dans tous les cas de ça. Non, mais c'est ça, au-delà de l'image de la famille, il y a aussi beaucoup quand même cette image du collectif et du collectif artistique. Et pour préciser, nous, la Casa, on organisait des soirées à l'époque où on pouvait encore le faire. Et donc, on a beaucoup travaillé ensemble parce qu'on organisait des soirées toutes les semaines. Et donc, on avait chacun nos rôles et nos rôles tournaient, etc. Et c'était quand même assez chouette. Oui, puis on expérimente des choses qui finalement, parce que c'est une famille qu'on se crée, dans la famille où il y a des rôles et des questions d'autorité naturelle qui apparaissent, alors que là finalement on met en place des hiérarchies un peu horizontales. Ça permet de déconstruire sa famille, ou les rapports à la famille, ou à l'image de la famille, et ça permet finalement d'interroger cette notion-là et de recréer. Une famille, c'est au sens large, voilà, c'est un regroupement finalement d'individus qui partagent des valeurs ou des projets, voilà. Et nous c'est ce qu'on essaye de faire. Pour faire une analogie, dans un collectif, ça va être un peu ça, même la famille drag, etc. Nous, notre drag mother, elle a quitté le collectif maintenant pour des raisons personnelles, mais à la base, elle avait cette supériorité, on va dire, avec des gros guillemets par rapport à nous, parce que, enfin, elle était déjà ancrée sur la scène, drag, elle savait se maquiller là où nous, on savait pas du tout se maquiller, c'est elle qui nous a appris à nous maquiller, par exemple. Et puis, au final, on évolue tous à notre rythme. Après, il y a une espèce de système de vase communicant, de savoir-faire, en fait, qui se met en place. Alors, moi, Mariposa, elle m'a appris à me maquiller, elle m'a impulsé sur la scène, clairement, genre, c'est elle qui m'a
m'a lancée sur scène dans les Drag Monday. Grâce à elle, j'ai fait la Jeudi Barré par exemple à Paris, qui était la soirée que je voulais faire absolument. Et à côté de ça, je lui ai fait des tenues, tu vois, depuis le début de notre relation, elle s'est faite comme ça en fait. Et dans le collectif aujourd'hui, la Casa, c'est pareil. Il y a tout ce petit système-là qui se met en place où chacun apporte son savoir-faire. Et c'est ça qui est génial, moi je trouve. Finalement, on parle de famille, mais au sens classique. Et puis aujourd'hui, je crois qu'il y a différentes typologies de famille. Oui, maintenant, plein de modèles. La famille dont on parle, c'est une famille très très classique, avec un père, une mère. Papa et une maman. La famille manif pour tous. C'est ça, avec les 2 enfants et demi. C'est plus tellement le cas aujourd'hui. Il y a, il y a une variété de familles qui existent. Et puis même, sans parler des familles drag, mais des familles au sens classique, des fois tu as des figures maternelles, paternelles, qui peuvent être tout à fait ta cousine, une tante, un oncle, un grand-père, un ami des parents, qui sont des repères. Par quelqu'un qui n'est pas forcément ton père ou ta mère biologique. Donc ça, je trouve important parce que du coup, tout le monde part pas de oui, et puis c'est surtout que tout le monde se crée quelque part une autre famille à l'extérieur de sa propre famille. Sans faire de drague spécifiquement, par ton cercle amical. C'est pour ça que je trouve en fait, la famille drague, c'est un groupe d'amis, c'est une famille que tu te choisis comme n'importe qui pourrait le faire sans faire de drague, sauf qu'en plus, on partage des valeurs et la pratique du drague. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc toi Sacha, c'est quoi la petite histoire de... Donc j'ai commencé avec Nymphéa Morningstar, sur Clermont-Ferrand. On était juste tous les deux, à la base, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. Et on est allé dans un des seuls bars ouverts, LGBT friendly, c'était même vraiment gay, on va dire. Et après on est allé dans une boîte, vraiment la boîte 101 pour Clermont, tu vois. Et il y a un des orgas qui était un peu chargé de la DA qui s'est dit « Oh, mais c'est trop bien ce que vous faites, justement, je voulais monter une soirée un peu queer et tout, donc vous voulez pas participer, vas-y, on fait un truc. » Nous voilà lancés dans un projet comme ça, et on se dit « Vas-y, on va appeler, on va essayer de booker des dragues un peu connues. » Donc on a essayé de voir un peu à Lyon, un peu à Paris. Et du coup, il y a eu 2 personnes qui ont accepté, qui étaient Calypso Overkill et la KNA. Donc elles ont débarqué fin fond de Clermont, il n'y a pas de métro, t'as pas de truc, c'est quoi ce patelin. Et à la fin de la soirée, elle nous a dit, donc à Nymphéa et moi, écoutez les filles, j'ai envie de vous adopter. Donc on a dit, ok, trop bien. On savait pas vraiment ce que ça voulait dire, mais on s'est dit, on appartient à quelque chose de cool, tu vois. On s'est retrouvés, Nymphéa et moi, sœurs jumelles, vu qu'on était adoptés en même temps. Et du coup, la Kaina, sa maison, elle était déjà créée ou en fait, oui, c'était. T'avais la maison Miskina qui existait un peu, qui n'était pas vraiment officielle, entre guillemets. Il y avait quand même 2-3 personnes dedans. T'avais un peu des balbutiements de famille. Alors, tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, finalement, on est dans 2 familles drag, mais il y a quand même, toi, vachement une filiation. Alors, ce que je trouve intéressant dans le drag, contrairement à nos sociétés, la filiation, elle se fait par la mère. Tu prends le nom de la mère. Et là, clairement, c'est ce qui se passe dans votre famille. Oui, c'est ça. Après, dans la nôtre, c'est moins le cas, tu vois. On est finalement avec. Et moi, mon nom drag, il est apparu de manière assez évidente, mais je faisais pas directement le lien. C'est finalement rassemblé dans une maison, la Casa, qui fait qu'on a... Oui, c'est vraiment chacun vos identités, vos noms et c'est 2 formats différents. C'est un peu de format. Moi, c'est vraiment le côté filiation, arbre généalogique, etc. Parce que, oui, c'est pas fini. Du coup, on est chacun parti de notre côté avec Nymphéa. Moi, je suis allé à Paris, elle sur Lyon. Donc, on a chacun adopté, parce qu'on a fait des rencontres. De son côté, Nymphéa a adopté Judas, Morningstar. Judas, qui a lui-même adopté une drague qui s'appelle Coccinelle. Elle a aussi adopté Lilith, Morningstar. Ma soeur jumelle a donc 2 enfants. Quand je suis arrivé sur Paris, moi j'ai commencé à sortir, la Jeudi Barré, tout ça, j'ai rencontré des gens et je suis tombé sur la personne qui deviendra Pepper Miskina d'Orient, qui était venu tout seul à une Jeudi Barré, donc on avait bien accroché sur place, on était tous les 2 tout seuls, on s'est dit c'est cool et tout. Et il m'a dit la prochaine fois viens te préparer à la maison, et donc il était venu avec des potes et je voulais adopter ce fameux Dorian qui est devenu Pepper. Il m'a dit d'accord mais pas sans mon mec. Du coup j'ai adopté le mec et le mec a dit d'accord mais pas sans mon meilleur ami. Du coup j'ai adopté aussi le meilleur ami dans la foulée. J'ai dit vas-y je prends les 3 d'un coup. Donc j'ai adopté Pepper, Richie et Champagne. Et du coup je me suis retrouvé avec 3 sur les bras, sachant que j'étais à peine arrivé sur Paris. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que... Comme KNA, j'ai adopté hyper tôt, en masse. La transmission de savoir-faire, comment elle s'est passée du coup avec la KNA, et toi après comment t'as pu gérer ça avec 3 nouvelles personnes. Après le côté transmission, donc KNA à l'époque était pas très forte en make-up, où elle avait surtout la flemme, beaucoup de flemme. Ça aurait pu être ma mère.
mère alors. Ouais, et du coup, elle m'a dit, bah écoute, va demander conseil à Tati Calypso et à Tati Cookie. Voilà, du coup, Cookie, c'est elle, entre autres, qui m'a appris à distance à me coller les sourcils, tu vois. C'est le premier truc que j'ai géré en drague, même si je ressemblais à rien, c'était le cache-sourcils. J'avais quand même acquis quelques skills, quelques compétences, et le peu que j'avais appris ou que j'apprenais en cours de route, j'apprenais à mes filles. Donc c'était un peu, tu vois, le prof de piano qui prend une leçon d'avance et qui donne des cours, tu vois. C'est un peu ce que tu disais, les vases communicants. C'est ça. Et ça se transforme, tu sais pas ce que tu transmets spécifiquement. Enfin, moi, j'ai pas encore adopté, c'est évident. Ça va venir, tu sais, ça peut les pas l'envie qui manque, oui, mais bon, effectivement, qu'est-ce que tu transmets? Moi, je sais pas encore extrêmement bien me maquiller. Mais je pense qu'effectivement, il n'y a pas que des compétences techniques. Oui, il n'y a pas que le make-up, je pense. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, moi, c'était quand je suis arrivé sur Paris, je connaissais personne quasiment. Mais en fait, c'était un peu ce besoin d'appartenance aussi. Tu te dis, j'arrive dans une nouvelle ville, je connais personne, j'ai pas de cercle plus que ça. Ce côté, je me crée une famille, une house, c'est un peu ton point de repère quand tu arrives dans une ville. C'est peut-être une des raisons pourquoi j'ai adopté aussi vite aussi. Une des seules choses que je faisais quand je suis arrivé, c'était du drag. Et c'est venu naturellement, tu te dis, j'adopte et machin. Et puis t'as envie de le partager avec des gens. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un truc aussi très euphorisant dans la scène drag et dans ce truc-là où tu vis des expériences qui sont très fortes, qui sont assez irrationnelles et inexplicables pour les gens qui vivent pas ça. Et donc je crois que tu te fais très vite emporter aussi, je parle de mon expérience, mais peut-être que vous vous êtes retrouvés là-dedans aussi. Je trouve que tu te fais assez vite emporter par justement ce flot de sentiments un peu très forts, très inexplicables et tout ça. Et il y a ce truc-là d'avoir envie de le partager, d'aller plus loin d'en faire et partie, de faire partie de tout ça. Ouais, et je pense que surtout à Paris, t'arrives à une grosse. Moi qui débarque de Clermont, on était trois. Donc, je débarque à Paris, tu t'en prends plein les figures, t'as tout ça de drague. Tu te dis, je vais en faire partie de cet univers-là de manière un peu plus intense que moi dans ma pratique à Clermont. Tu t'accroches à tout ce que tu peux et tu te dis, vas-y, je fais une famille, je sors, je fais machin, je fais truc. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Par rapport à la transmission, on a fait une performance, je vais en parler parce que Camomille, la présidente et moi-même avons rédigé un article qui va bientôt paraître dans une revue d'art et qui décrypte et décrit une performance sur finalement la transmission dans l'art drag et le concept de la famille. Qui était une performance artistique, pas de drag en fait. Oui, voilà, avec des codes, d'autres codes que la performance drag, justement. Plus d'art contemporain, voilà. Et finalement, moi, si y a un petit mantra, c'est un peu quand tu transmets un jour, l'élève dépasse le maître. C'est-à-dire que transmettre, c'est accepter que tu vas donner quelque chose qui t'échappe aussi. Tu vois, je pense que Mariposa, même si elle m'a montré comment me maquiller, clairement, c'est pas ce que j'ai retenu, quoi. Je crois pas. Mais tu vois, dans la volonté, des fois, t'as envie de transmettre quelque chose, tu vois, c'était évident. C'était essentiel de commencer par le maquillage. Et donc, il m'a appris ça. Et moi, je pense que ce que j'ai retenu de lui, c'est pas ça. Il y a plus une question d'énergie sur scène, de combativité, de présence aussi. Moi, la première performance que j'ai vue de Mariposa, il y avait une présence scénique hyper importante qui m'a beaucoup touché. Il y a un engagement avec une chanson puissante. Enfin, voilà. Donc ça m'avait vachement... c'est plus ça que j'ai retenu finalement. C'est surtout par rapport à toi, ce que tu recherches. Effectivement, je pense que Mariposa, elle avait beaucoup de choses à transmettre et que toi, t'en as pris ce que toi t'intéressait le plus, en fait. Mais comme dans une vraie famille, au fond, tu baignes dans une culture où tes parents te transmettent un truc et après tu peux aussi t'en détacher, quoi. Et te construire soit en opposition, tu vas dans le même sens, soit en continuité. Est-ce que tu vois par exemple un rapport, des points communs dans chacun de vos dragues, ça n'a qu'à ça? C'est marrant que tu dises ça, parce qu'il y a un an, précisément un an là, au jour où on enregistre, on était en Angleterre, on est allé toute la Casa, on a eu la chance, puisqu'on a Europa à l'intérieur de la Casa qui est anglaise. Qui est exportée. Et qui avait des liens avec la scène en Angleterre et qui a pu nous permettre d'aller performer en Angleterre et notamment à Bristol. Et à Bristol, je pense que nous, tu vois, le silence d'Alban en dit long, quoi, on n'a pas forcément l'impression, tu vois, d'avoir un lien, en tout cas, qui soit esthétique ou qui soit... Oui, visuel ou clair, quoi. Pour nous, le lien qu'on a, c'est notre amitié et c'est notre engagement au sein de ce collectif et l'envie qu'on a de faire des choses ensemble. Mais les trois dragues qui hostaient la soirée où on était à Bristol, nous ont regardé, on était dans la loge, toute la série dans une petite loge, on était prêtes et les dragues ont commencé à nous faire « Ah, c'est marrant, vous faites toutes vos sourcils de la même façon » et qu'on commençait à regarder nos maquillages. Ouais. Et alors que
il y avait Frida et moi qui avons appris de la même personne, donc éventuellement Mariposa, Frida, moi, on pouvait avoir un peu un truc en commun. Ça paraissait visuellement. logique, oui. Mais à côté de ça, il y avait Rennes, Europa, etc. qui n'ont pas appris de la même personne, quoi. Et ils ont trouvé quand même qu'on avait des similitudes dans notre maquillage, alors que nous, on se regardait comme ça, on était là. Pas du tout. Moi je comprends, vous êtes 5 à intervenir sur ma gueule à tour de rôle, donc oui, on comprend que c'est la patte de chacun sur moi, quoi. Non, après c'est aussi ce côté, on est tout le temps ensemble, on perf régulièrement ensemble, on se voit les uns les autres régulièrement. Oui, tu regardes, tu t'influes forcément. Tu t'inspires, tu t'influes, même si tu le vois pas. Oui, et puis on se maquille ensemble, donc là il y a pas très longtemps on s'est maquillé pour un truc et Rennes a commencé à dire ouais moi maintenant je fais mes sourcils comme ça parce que c'est Camo qui m'avait dit de faire comme ci, alors que moi c'est des tips que Itsublue m'avait donné. Oui voilà. Tu vois c'est marrant de se dire aussi que j'ai pas adopté non plus d'enfants drague et tout et j'en ressens pas particulièrement le besoin, mais la transmission se fait aussi comme ça quoi, les uns avec les autres et puis... On intègre une famille, est-ce que c'est pour la vie toujours quoi, voilà. Non, en fait, c'est un pacte. Pour moi, c'est le principe. Effectivement, il y a certaines drag queens qui sont affiliées à différents groupes qui portent plusieurs noms ou qui portent un nom d'une famille par rapport à une mère, mais qui sont dans une autre drag house pour performer. C'est ça peut être un collectif. Tu peux avoir ta famille de cœur, on va dire, historique de drag. Je vais prendre l'exemple de Kaena, Calypso, tout ça. Kaena fait partie de la House of Miskina, mais elle fait aussi partie de la House of Ugly. Calypso, elle a ses enfants, elle a Mirage, elle a... C'est des familles composé finalement. C'est la House of Mais Stunt. en fait, moi ce que je me demandais tout à l'heure, c'était toi tu as donc ta drag mother et donc tu es drag mother aussi et donc tes enfants drag, ils font partie de la house d'où tu viens ou tu construis une autre house. T'as cette filiation Miskina, mais par exemple Nymphéa c'est une Miskina, mais elle a aussi sa famille, on va dire les Morning Stars. C'est ce sous-groupe en fait. Elle a son propre univers aussi, mais qui est quand même en lien avec les Miskina. Oui. Et rien n'est gravé dans le marbre. C'est fluctuant comme les êtres humains qui la composent quoi. C'est-à-dire qu'un jour, tu as envie de travailler avec ces personnes, tu vas travailler un certain temps avec ces personnes, et puis si un jour tu te rends compte que t'es plus sur la même longueur d'onde, tu vas quitter ce groupe-là pour pourquoi pas en composer un autre, etc. Et c'est la vie, ça serait contre-intuitif et plein de contresens finalement, parce oui. que faire du drag, c'est aussi interroger les normes et les constructions sociales, et si tu peux pas déconstruire ta propre famille ou les groupes avec lesquels tu travailles dans le drag, ça fait pas sens quoi. On parlait justement des familles, ça peut être aussi les collectifs. Typiquement moi à la coloc, on est plusieurs drags et voilà, la team Xanax c'est aussi un peu une sorte de drag family, c'est avec Freya Core, Itsublue. Voilà, c'est aussi ce collectif parce que c'est un peu, tu viens à la maison, tu t'investis dans cette pratique du drag à ta manière. Maintenant on fait atelier perruque, on fait cours maquillage, studio photo, retouche photo. C'est le supermarché drag. Voilà, c'est ça. Ouais, et puis il faut l'entendre comme famille au sens élargi finalement. Oui, c'est ça. C'est une communauté où tu te rassembles entre gens qui partagent des valeurs et des intérêts. C'est ça, puis on fait venir aussi on fait venir des créateurs queer comme Kamomi, on fait Mademoiselle Kiss, Gatti Couture. Il y a plein de gens qui viennent, on les héberge, puis on met en avant aussi leur travail. C'est le partage, c'est l'échange. C'est vrai, résidence d'artistes. C'est ça. Des apparts avec des ateliers, des bouts d'ateliers, du bordel partout, des perruques dans tous les sens, c'est aussi ça la vie de drague. Des confettis au fond des sacs. Oh, putain, des paillettes partout. Ouais. Même sur le chat, il y a des paillettes sur le chat. Je voulais parler d'un livre de Rainer Maria Rilke qui s'appelle Lettres à un jeune poète, une compilation d'un échange de lettres entre deux poètes. C'est un bouquin que j'ai connu, je venais de finir de mon bac, j'étais en train de m'inscrire aux écoles d'archi et j'ai pas été pris directement. J'étais un peu en mode du coup est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, est-ce que je suis vraiment fait pour ça. Enfin j'étais plein de doutes sur ma vocation et sur mon avenir. Ce bouquin, c'est un jeune poète qui s'appelle Franz Xavier Capus qui voulait se lancer dans la poésie. Il voulait en faire son métier, il était pareil, plein de doutes et il demandait conseil à ce fameux Rainer Maria Rilke qui était un écrivain autrichien reconnu à l'époque. Et parmi une de ses lettres, une des premières, Rainer Maria Rilke lui explique: cherchez en vous-même, explorez la raison qui vous commande d'écrire, examinez si elle plonge ses racines au plus profond de votre cœur. Faites-vous cet aveu, devriez-vous mourir s'il vous était interdit d'écrire? Ceci surtout, demandez-vous, à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, me faut-il écrire? Creusez en vous-même à la recherche d'une réponse profonde. Et si celle-ci doit être affirmative, s'il vous était donné à la rencontre de cette grave question avec un fort et simple « il le faut », alors bâtissez votre vie selon cette nécessité. Votre vie, jusqu'en son heure la plus indifférente et la plus infime, doit être le signe et le témoignage de cette impulsion.
Et en fait, ça a résonné en moi. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Ça peut être pour n'importe quelle pratique artistique. C'est pas forcément reconnu, ni même viable financièrement. Mais c'est une passion. Voilà, si tu veux faire du drag, fais-le. C'est que... Oui, parce qu'on peut le faire et on peut en tirer une immense satisfaction, même si on n'en vit pas. La manière dont on est éduqué, c'est ça, c'est oui, mais je vais pas en faire parce que je vais pas en vivre. Mais en fait, c'est pas ça la question. Puis ce doute et cette légitimité, c'est que toi qui te la donnes. C'est aussi pour ça que j'ai un peu commencé le drag aussi. C'était un peu presque, ça coûte moins cher au final qu'un psy, quoi. Parce que c'était un moment de ma vie où j'étais, je venais d'avoir mon diplôme, je rentre dans la vie professionnelle, mais en même temps, j'ai ce côté un peu flamboyant, tu vois, d'Alexandre. Et c'était un moyen de me canaliser, en fait, cette flamboyance dans Sacha. Non, moi je voudrais adresser un message très solennel. J'avais écrit à tous les bizarres, les freaks, les anormaux, les hors normes et les pas normales, une phrase d'un penseur indien, Jiddu Krishnamurti. Ce n'est pas signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Voilà. Bien. Alors, mais tu tombes à pic pour le thé, mon garçon. Merci à vous d'avoir écouté Une tasse de thé. On espère que cet épisode vous a plu. On vous donne rendez-vous le mois prochain, ainsi que tous les 3e mardis de chaque mois, pour en découvrir un peu plus sur l'art drag et sur nos invités. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à en parler autour de toi, à nous écrire et à t'abonner à nos comptes Instagram, Facebook, Deezer, Spotify et YouTube. Une tasse de thé, le podcast qui discute de l'art drag sans chercher à le définir.